Bonjour à tous, bienvenue dans cette foire aux questions. Le principe est simple, on vous a proposé de nous poser des questions, enfin de me poser des questions. Et je vais essayer d'y répondre un maximum aujourd'hui. Alors j'ai une bonne pile de questions face à moi, j'arriverai peut-être pas à y répondre à toutes, mais on essaiera d'organiser d'autres sessions pour pouvoir répondre à l'ensemble de vos questions. Je voulais vous dire une première chose d'abord, c'est qu'au milieu de ces questions, il y avait énormément de témoignages, de soutien, d'affection, de la force finalement de ce qu'est la France insoumise que moi j'apprends à découvrir ces derniers mois. Ces petits mots m'ont beaucoup touchée et paradoxalement ça nous apprend presque l'humilité parce que ça nous rappelle à quel point nous, les candidats, nous sommes les porte-voix d'une force collective qui se bat au quotidien, notamment à tous les militants qui militent tous les jours pour distribuer des tracts ou coller des affiches et qui prouvent que la politique avec un grand P peut retrouver ses lettres de noblesse. Donc je voulais vraiment d'abord vous remercier pour ça, ça nous donne beaucoup de force et en temps de campagne, c'est vraiment très efficace. Alors on va commencer tout de suite la liste de questions. Parenthèse, je dis le nom de la personne ? Des fois, c'est des pseudos. Question de Marc. Bonjour Manon, merci de ton engagement. Qu'est-ce qui t'a amené au militantisme ? C'est rare de voir un tel engagement dans la jeune génération. Merci. Merci Marc pour ta question. Heureusement, je suis pas la seule jeune engagée. Il y en a plein. À la France Insoumise, je dirais d'ailleurs que c'est un des rares mouvements politiques qui a des jeunes militants. Mais dans mon cas, je viens d'une famille plutôt engagée, profondément de gauche historiquement. Mais je dirais que mon militantisme, il a pris plein de formes différentes. Quand j'étais jeune au lycée, mon premier engagement, il était dans les mouvements lycéens. Je crois que mon époque est vraiment marquée par les mouvements lycéens autour de la loi Fillon et surtout sur le CPE, le contrat première embauche, ou plutôt contre le CPE en 2006. Donc à ce moment-là, voilà, j'ai grandi dans le Var, qui est pas une zone première de militantisme. Il y a Fleur qui rigole, mais c'est pas, disons que c'était pas un bastion des mobilisations lycéennes. Et donc, on a organisé la première manif à Fréjus-Saint-Raph, première manif lycéenne jamais vue, en fait. Je me souviens, il y avait des personnes âgées qui nous regardaient défiler dans la rue et je me souviens qu'il y en a une qui m'avait arrêtée, qui m'a dit « Mais qu'est-ce que vous faites ?» Bah, on manifeste. Vous savez, c'est un droit de l'homme, on a le droit de dire quand on n'est pas content et tout, et puis ils avaient tellement pas l'habitude. Et puis bon, après ça nous a causé aussi d'autres problèmes parce que mon lycée est un beau bastion du Front National à l'époque, donc on a été pas mal poursuivis. Mais voilà, c'est là aussi que j'ai appris le militantisme parce que quand vous battez contre l'extrême droite, pour tous ceux, je suis sûre qu'il y en a plein qui nous regardent, qui militent aussi dans des zones d'extrême droite. On sait vraiment ce que c'est la bataille dans des zones difficiles. Toutes les zones sont difficiles, mais particulièrement là. Et finalement, ça m'a forgé des convictions. Et d'ailleurs, et ça m'énerve encore plus, quand sur les plateaux télé, on nous assimile à l'extrême droite. Et alors que moi, mon engagement à titre personnel, il s'est vraiment construit contre l'extrême droite. Voilà, après, mon engagement a pris différentes formes, surtout dans le milieu associatif. J'ai d'abord travaillé dans le milieu humanitaire. Dans différents pays d'Afrique subsaharienne, sur les questions notamment d'accès à l'eau, puis sur les violations des droits de l'homme des entreprises du secteur extractif, donc du secteur minier, notamment en République démocratique du Congo. Et puis ensuite, je suis rentrée en France et j'ai travaillé pour l'ONG Oxfam sur les questions d'évasion fiscale. Donc finalement, il y a une forme de continuité dans mon parcours. Vous allez me dire que tout ça a été politique, c'est vrai, mais j'avais jamais envisagé d'en faire un engagement politique au sens de me présenter, mais voilà, comme quoi il faut jamais dire jamais. Et la France Insoumise est venue me chercher et je pense que même si j'avais beaucoup hésité, au final, ça permet de traduire politiquement mon engagement associatif parce que dans mon parcours, j'ai aussi accumulé énormément de frustration où il y a tellement de fois où j'ai essayé de faire boire des ânes qui n'avaient pas soif, de convaincre des gens qui... finalement, dont on savait que à la fin, c'est bien le manque de volonté politique qui allait primer, c'est les lobbies qui allaient primer. Et donc, voilà, au lieu de se battre contre eux, pourquoi on serait pas ceux qui appuyons sur le bouton et qui décidons notamment des mesures efficaces contre l'évasion fiscale et une liste de paradis fiscaux dont je parlais. Voilà, ce qui explique qu'un jour, on se retrouve à faire une vidéo devant une caméra, ce qui est un peu bizarre pour ceux qui imaginent la scène, à parler un peu de soi.
Bonjour Manon, et merci pour ton engagement au sein de notre mouvement. Que trouves-tu difficile dans le milieu politique par rapport au milieu associatif ? Merci de ta réponse. Une question de Florent Passec. Beaucoup de choses, pour être honnête, et c'était une raison pour lesquelles j'avais hésité à prendre la tête de liste. Le monde politique a quelque chose de violent, de misogyne. Il se trouve que dans mon cas, je cumule les handicaps. Je suis une jeune femme qui vient du milieu associatif. Donc on me rappelle souvent à mon inexpérience dans le milieu politique, au fait de ne pas comprendre et de ne pas avoir les codes. En fait, moi, je suis plutôt contente de ne pas avoir les codes politiques et de répondre avec spontanéité. Et peut-être que j'aurai pas les mots parfaits d'un politique parfait qui en fait depuis 50 ans, mais je trouve que voilà, ça donne un peu d'air, ça fait peut-être un peu de fraîcheur. Ce qui est difficile aussi, je pense, c'est d'essayer de rester qui on est. Vous savez, on s'en aperçoit pas trop, mais une journée de campagne, vous levez très tôt, vous finissez très tard. Je dors très peu d'heures par nuit. Je dis pas ça pour me plaindre, mais ce qui compte, c'est de garder qui on est, de garder sa vie d'avant. Donc moi, j'essaie de voir mes amis, je sais que ça vous fait rire en général, mais de continuer à m'entraîner et à jouer au water-polo. Et cet équilibre de vie, j'essaie de le conserver pour pas rester déconnecté, mais c'est vrai que c'est une vraie difficulté. Question de Red. Concilier sport et politique à un tel niveau de responsabilité est-il difficile ? Combien d'heures pratiques-tu par semaine ? As-tu été contrainte de réduire la cadence quand tu continuais une fois élu au Parlement ? Alors, ça fait partie des éléments qui me permettent de garder une vraie vie et une vie équilibrée. Malheureusement, oui, j'ai dû réduire la cadence. J'avais 3 entraînements par semaine, plus les matchs. J'arrive plus à aller aux 3 entraînements par semaine, mais j'essaie d'y aller au moins un entraînement par semaine. Quand je peux, un peu plus. En cette fin de campagne, c'est un peu difficile. Mais ce soir, j'ai entraînement. J'ai mon dernier match de la saison le 15 mai, à 10 jours des élections. Mais c'est mon seul jour où j'ai pas de meeting et je compte bien y aller. Et si tout va bien, on sera, j'espère, championne d'Île-de-France. On va voir si on s'inscrit au championnat de France, mais en tout cas, on y aura accès avec mon équipe. On va voir, mais pourquoi pas ? Je pense que tout est une question d'organisation et j'ai l'habitude de peu dormir. J'ai toujours fait beaucoup de sport depuis que je suis très petite, en même temps que plein d'autres choses. J'étais en sport-études quand j'étais jeune, donc... Non, honnêtement, je pense que c'est faisable. J'aurai toujours, et ça fait rire en général des gens au siège ici, toujours mon sac d'entraînement avec moi, et je suis toujours prête à aller nager. Donc voilà, j'ai cru comprendre qu'il y avait une piscine pas loin du Parlement, à la fois à Strasbourg et à Bruxelles, ce qui me permettra de faire les entraînements quand je serai pas avec mon équipe. Et puis j'essaierai de m'organiser pour au moins continuer à faire les matchs. Donc ouais, c'est plutôt cool. Par ailleurs, j'invite, je fais ici un peu la promotion du water-polo, j'en profite, tous ceux qui souhaiteraient s'investir dans ce beau sport, qui est extrêmement complet, qui a un sport qui est très vieux aussi, qui date de plus d'un siècle, en particulier les femmes, parce que comme beaucoup trop de sports, ce sport est vu comme un sport viriliste et il n'y a pas suffisamment de femmes qui en font. Allez-y, inscrivez-vous dans un club. Et puis bon, qui sait, une équipe insoumise peut être pas mal. Question de François. Est-ce que ta campagne médiatique t'a permis de combler un déficit de notoriété ? Est-ce que les gens te reconnaissent spontanément dans la rue ? Déficit de notoriété, tiens c'est marrant, je crois qu'il y avait un sondage ce matin qui disait que j'avais plus de notoriété que Jadot. Alors je vous avoue que ça m'a surpris parce que Jadot c'est quand même pas Yannick Jadot c'est quand même pas un nouveau en politique. Il a été pré-candidat à la présidentielle avant de se retirer et député pendant des années, mais comme quoi finalement il suffit pas de beaucoup de temps. Après, est-ce que les gens me reconnaissent dans la rue ? Je dois dire de plus en plus. Là je l'ai vu en un mois, maintenant il se passe pas une journée sans que les gens viennent me voir dans le train. Hier, je faisais mes courses au supermarché et il y a des gens qui sont venus me voir et qui voulaient un selfie en même temps que je faisais mes courses. Et c'était marrant parce qu'en plus, les gens m'ont demandé « Mais est-ce que tu fais tes courses ?» Je les ai regardés. « Est-ce que vous pensez qu'il y a des gens qui font les courses pour moi ?» Enfin, vraiment. Alors oui, j'ai pas beaucoup le temps de me faire à manger, mais ouais, je suis une personne normale avec 2 bras, 2 jambes et j'ai une vie pas trop normale, mais je vais quand même faire les courses. Donc ouais, les gens me reconnaissent de plus en plus. Après, je dois dire que si les gens me reconnaissent, c'est aussi grâce au travail fait par vous toutes et tous. Honnêtement, ça fait toujours un peu bizarre de se balader dans la rue et de voir sa tête collée. Je vois aussi des gens qui me pointent du doigt en mode « Hey, la fille qui est là, c'est la même qui est sur l'affiche », donc c'est assez drôle. Mais voilà, c'est aussi, je crois que la notoriété, vous y avez largement participé. À titre personnel, c'est toujours un peu bizarre.
Mais je crois que c'est fait pour un collectif et moi j'oublie pas que derrière le nom de Manon Aubry, on s'en fout, ça pourrait être le nom de n'importe qui. En réalité, il y a le nom de tous les insoumis qui militent derrière et que finalement, quand on colle Manon Aubry, on colle la force de tous les insoumis. Il faut imaginer tous les petits visages derrière mon visage et toute la force des militants qui portent le projet. Voilà, il faudra peut-être que j'y pense à 2 fois maintenant avant de passer des soirées. Avant d'aller faire des courses. Non, les courses quand même, je vais pas m'arrêter sur les courses, mais ouais, en fait, je sens déjà qu'il y a plein de gens qui me pointent du doigt et qui n'osent pas venir me voir. Ou des gens qui entendent quand je suis avec des amis qui me disent « Hey, c'est Manon Aubry » et que mes amis me disent « On a entendu quelqu'un le dire dans la rue » ou même dans le métro, ça m'arrive pas mal dans le métro. Et les gens qui viennent me voir, en général, sont plutôt des soutiens et plutôt des gens qui sont super contents de me croiser. Et honnêtement, moi, ça me met mal à l'aise, que je pense que j'ai pas encore assez l'habitude. Je sais pas trop quoi répondre quand les gens me disent « Bravo, vous êtes formidable », je suis là, bon, c'est collectif. Je sais pas, qu'est-ce qu'on répond à ça, à part un merci. C'est chouette que vous nous souteniez. J'espère que, voilà, n'hésitez pas à vous mobiliser, à faire campagne. Et puis, en fait, en général, la discussion s'engage après un peu sur d'autres choses. Moi, je leur demande qui ils sont, voilà, qu'est-ce qu'ils pensent de notre campagne. C'est toujours intéressant d'avoir des retours. Et bon, la porte d'entrée, c'est le fait qu'ils me reconnaissent. Mais si on peut quand j'ai le temps, c'est toujours bien d'avoir une discussion avec les gens. Et honnêtement, c'est très émouvant. C'est vraiment émouvant de voir beaucoup de gens. En fait, moi, je me dis... Pourtant, des bénévoles et des militants, j'en ai vu plein dans le milieu associatif, mais je sais pas, il y a un truc en plus avec les militants de la France Insoumise qui se disent... Il y a des gens aussi qui viennent me voir, qui m'ont dit hey, « j'ai collé tes affiches de ta tête jusqu'à 3h du matin ». Je les regarde, je dis « Waouh !» Enfin, qui va coller les affiches de ma tête jusqu'à 3h du mat'? Ouais, et en fait, ça me donne beaucoup, beaucoup de force en me disant « Bon, t'as pas le droit de les décevoir ». Il y a plein de gens qui ont de l'espoir, on porte ce truc collectivement. Puis, bon, je suis un être humain, il y a des soirs où je rentre chez moi et c'est un peu plus dur que d'autres et parce que j'ai dû me battre avec 3 personnes sur des plateaux télé ou parce que les journalistes nous ont encore maltraités ou parce que on m'a demandé pour la 100e fois si Jean-Luc Mélenchon agite mes petits bras et se cache partout derrière. Et en fait, je repense à tous ces gens-là qui s'en foutent de ces polémiques-là et qui se battent pour des idées et donc ça donne plutôt de la force. Alors, question thé ou café? Ça va, au moins, il y a des questions un peu plus simples à répondre. Alors, pour moi, c'est thé, évidemment. J'ai toujours avec moi cette tasse qui fait beaucoup envie. Pour la petite anecdote, s'il y a bien un truc que je pense que toutes les équipes de campagne savent, c'est que je passe ma journée entière à boire du thé. Ça répond peut-être à d'autres questions sur est-ce que je prends de la drogue? La réponse est non. Mais pour tenir, je bois énormément de thé. Et voilà, on fait avec l'énergie qu'on peut, mais voilà, ça me donne pas mal d'énergie. Elles sont mignonnes, les questions. Alors, question de Yves. Qui pourra participer à l'atelier dont vous avez parlé ce midi sur France 3? Quand démarre-t-il? Encore merci pour votre travail et votre dévouement sincère et tonifiant. Merci à toi Yves qui a suivi avec beaucoup d'assiduité cette interview. Alors, on lance un atelier en ligne d'écriture des directives européennes. C'est inédit, ça n'a jamais été fait. Alors, on a ce concept à la France Insoumise de faire la loi avec les citoyens. Ça a été fait à de nombreuses reprises à travers les ateliers des lois, puis maintenant à travers des ateliers des directives européennes. Et pour la première fois, on va le faire en ligne. Donc ça va être le lundi 13 mai prochain à l'heure 20 à 21h. Et donc vous pourrez vous connecter sur le site de la France Insoumise. Et donc vous aurez des espèces de petits tables rondes numériques où à plusieurs, vous pourrez travailler à l'élaboration d'une directive européenne, aidée évidemment par nos juristes de la France Insoumise, aidée aussi par nos animateurs des ateliers des lois et des ateliers de directives. Et le concept est simple, c'est que tous ensemble, vous aurez travaillé à l'élaboration de plusieurs directives qui seront ensuite présentées le 19 mai prochain lors du Festival de l'Insoumission, grand festival que l'on organise sur la place Stalingrad à Paris, toute l'après-midi avec une clôture, meeting, puis concert. Donc grand festival, on vous invite nombreux. Et ensuite, c'est simple. Nous, demain, parlementaires européens,
On va arriver au Parlement européen avec vos directives sous le bras et c'est ça qu'on portera dans l'hémicycle. Je crois que c'est la meilleure façon de montrer qu'on fait de la politique avec les citoyens, avec vous tous. Donc j'espère que vous serez très nombreux à participer à cet atelier en ligne le 13 mai prochain. Et grâce à la technologie, peu importe où vous serez en France, vous pourrez participer. Alors, première question de Christian Cos. Je t'ai vu au meeting de Nîmes, très beau meeting pour ceux qui l'ont pas vu. Depuis que tu es candidate France Insoumise, as-tu perçu un changement quant à ton traitement dans les médias mainstream ? Y a-t-il eu un changement de ton par rapport à la période précédente ? C'est une bonne question. Moi, j'avais l'habitude de faire un peu de médias, mais avec ma casquette associative. Et c'est vrai qu'on est arrivé comme des experts sur les plateaux télé. Dans mon cas, pour parler de lutte contre l'évasion fiscale et les inégalités. Et j'ai pu être témoin de la manière dont les médias ont tendance à traiter la France insoumise. Notamment, il ne se passe pas un seul plateau télé ou radio où on ne me pose pas la question sur Jean-Luc Mélenchon par-ci, Jean-Luc Mélenchon par-là, est-ce qu'il est un dictateur, est-ce que la France insoumise, on est tous des gens qui obéissons à un chef. Bon, maintenant, elles me font un peu rire, ces questions, même si je les trouve un peu désolantes sur l'état du débat médiatique et finalement démocratique en France. Mais je dois dire qu'il n'y a pas forcément beaucoup de changements, mais c'est juste assez frappant la manière, le débat politique, à quel point il est pauvre et à quel point l'ensemble de leurs questions, ou au moins l'essentiel de leurs questions, porte sur des sujets qui ne sont pas forcément qui traitent du fond, mais plutôt des faits divers ou de la politique politicienne qui intéresse une minorité de Parisiens, je dirais. Moi, avant, on me traitait comme quelqu'un qui venait parler d'un sujet et qui avait des choses à dire intéressantes sur le sujet. Maintenant, on me traite comme un animal politique et qui est là pour eux juste pour faire du buzz et qui n'a pas forcément de commentaires pertinents à apporter sur le fond. Et je trouve que ça illustre finalement à quel point le débat politique et médiatique est relativement pauvre. Et honnêtement, c'est assez frustrant dans mon cas. Et surtout, je vois aussi les journalistes qui étaient mes interlocuteurs avant, c'était plutôt des journalistes économiques. Et maintenant, c'est plutôt des journalistes politiques. Et on voit que le journalisme politique, en fait, amène inexorablement, manifestement, vers un débat de qui a trahi qui et qui soutient qui. Franchement, je pense que ça vous intéresse pas beaucoup. En tout cas, moi, ça m'intéressait pas beaucoup avant en tant qu'auditrice. Et maintenant, en tant que téléspectatrice. Et maintenant, en tant que actrice politique, je sais pas si on peut dire ça. Ça m'intéresse pas beaucoup plus. Maintenant, c'est le jeu médiatique, il faut le jouer, parce qu'on n'a pas le choix. Ces médias-là restent le principal canal de diffusion, même si on essaie d'utiliser nos propres canaux. Mais je n'ai de cesse que de répéter aux journalistes et à ceux qui m'interrogent et qui m'interviewent l'importance d'avoir un débat de fond et loin des polémiques, loin des petites phrases, pour que finalement ça informe le débat démocratique sur les idées des uns et des autres. Question de Fernandez. Bonjour Manon, bravo pour votre campagne, merci à toi. Ma question est la suivante. Comment arrivez-vous à vous maîtriser face aux multiples provocations que vous subissez des journalistes et intervenants des plateaux TV et radio ? C'est marrant, on a beaucoup de questions sur les médias. On le voit hein, d'ailleurs, hein, je le vois dans les commentaires quand on poste aussi les vidéos, ça interpelle assez. Je crois que ce qui me fait rester calme, c'est la détermination, la force de la conviction. Oui, vous pouvez essayer de nous provoquer autant que vous voulez. Ce matin, j'ai eu une question d'un journaliste encore sur le Venezuela, c'est la boîte à meux, la boîte à Venezuela, sur oui, alors la fille de Maduro qui s'est enrichie, vous qui êtes spécialiste des inégalités, vous ne trouvez pas ça scandaleux ? Franchement, la ficelle était tellement grosse, je lui ai dit très calmement, mais très fermement, je pense que cette question n'intéresse que vous voulez en faire une polémique. Oui, les inégalités sont toujours frappantes, mais c'est absolument pas l'enjeu du scrutin des élections européennes, donc arrêtez d'essayer de détourner le débat. Et franchement, il y avait d'autres journalistes en plateau qui étaient mal à l'aise face à sa question nulle et il est passé à autre chose parce qu'il s'est ridiculisé. Et je crois que c'est comme ça qu'on va réussir à convaincre. C'est pas en s'énervant sur les plateaux, mais en restant calme et ferme et en montrant avec détermination et conviction que la manière dont il maîtrise le débat est absolument scandaleuse. Et je crois que ce sera encore ma ligne de mire pour les prochaines semaines et les prochaines interviews. Comptez sur moi, je resterai toujours calme mais déterminée. Ensuite... Salut Manon, question de Mathieu. La France insoumise a connu pas mal de remous ces derniers mois avec l'histoire des perquisitions, les quelques départs. Quel est ton sentiment vis-à-vis de tout ça et comment vois-tu l'avenir du mouvement ? Alors moi je découvre le mouvement, je n'étais pas à la France insoumise, donc peut-être que je suis arrivée même, je sais pas, après. D'ailleurs je suis arrivée après l'histoire des perquisitions.
Moi, je pense que c'est maintenu, une histoire qui est maintenue à dessein par les médias, mais quand on va voir les gens dans la rue, quand on discute du projet, si on arrive à ramener le débat sur un débat de fond et un débat d'idées, je veux dire, les perquisitions, c'était une étape. Mais ce qui compte, c'est on va pas jeter à la poubelle l'ensemble du programme de la France Insoumise parce qu'il y a eu des perquisitions absolument mal comprises et relayées en boucle par les médias. Donc moi, je suis plutôt sereine face à ça et je pense que aujourd'hui, il n'y a aucune autre force politique que la France Insoumise en capacité de porter un projet alternatif et que c'est ça qui doit peser. Et voilà, en général, quand on pose les questions sur les plateaux, ça dure 30 secondes, mais c'est pas très intéressant. Donc moi, je suis plutôt sereine et comme je l'ai dit au début, plutôt impressionnée par, au contraire, la force de mobilisation de la France Insoumise. Bonjour Manon, merci et bravo pour ton engagement et plus particulièrement pour ce meeting à Saint-Brieuc. Décidément, on a plein de gens qui sont venus nous voir en meeting. Ce qui me permet de dire, n'hésitez pas à venir au prochain meeting. Il y en a plein dans les prochains jours, à Limoges et à Marseille pour les prochains notamment. Ma question est la suivante. Au Parlement européen, quel sera ton premier combat ? Il y en aura tellement à mener. Peut-être moi, mon combat à titre personnel, c'est évidemment de continuer celui de la lutte contre l'évasion fiscale. J'ai vu aussi à un autre endroit sur les réseaux sociaux, on m'avait demandé dans quelle commission je pensais siéger. Donc peut-être pour moi, le mieux, ce serait la commission des affaires économiques qui traite notamment des questions fiscales. Donc voilà, un premier combat peut-être d'avoir enfin une liste de paradis fiscaux qui liste le Luxembourg et l'Irlande. Allez, premier défi. Qu'est-ce que vous appelez un eurodéputé de combat ? Bah, ça tombe bien, on a 17 super exemples à l'Assemblée nationale. Ce qu'on appelle un eurodéputé de combat, c'est un peu à l'image de ce que font nos warriors à l'Assemblée nationale. Pour être honnête, c'est aussi leur travail qui m'a convaincu de m'engager parce qu'ils prouvent qu'on peut être une force d'opposition minoritaire, dans leur cas 17 sur 577, et en même temps une force de proposition qui véritablement propose des choses. Et c'est comme ça que moi je conçois notre rôle au Parlement européen, une présence dans l'hémicycle, proposition, opposition quand il le faut, mais aussi une présence sur le terrain, dans les mobilisations sociales, que ce soit sur les questions écologiques, sur les questions sociales. Mobilisation, le 9 mai cette semaine pour défendre le statut de la fonction publique, manifestation climat des 24 et 25 mai prochains. On sera présent maintenant avant d'être élu, on sera présent après. Et puis je pense que député de combat, c'est aussi être lanceur d'alerte, dénoncer toutes les tentatives de verrouiller le débat démocratique, comme ça existe malheureusement beaucoup trop au niveau européen. On le voit notamment sur les accords de libre-échange, où ils ont essayé de négocier un peu en catimini ces accords-là. Et c'est pour ça qu'il faut des eurodéputés de la France Insoumise au Parlement européen qui se battront pour défendre l'intérêt général, pour défendre notre programme, mais qui aussi lanceront l'alerte quand, à 12 dans leur coin, ils essaieront de nous vendre une nouvelle fois, une nouvelle directive qui va punir les lanceurs d'alerte, ou des nouveaux accords de libre-échange, ou une liste de paradis fiscaux ridicules. C'est aussi à ça que servent des députés de la France Insoumise. Question de Kowal. Bonjour, comment peut-on lutter contre la fraude fiscale ? Cela ruine le système social en captant tous ses revenus. La plus grande partie des paiements pour le social disparaît dans les paradis fiscaux. Que pensez-vous des peines planchers ? Alors, tout un programme. Je vais essayer de la faire courte parce qu'il y aurait plein de choses à faire. Moi, je pense qu'il y a au moins 3 choses qu'on peut faire, y compris à l'échelon européen. D'abord, c'est d'agir contre les paradis fiscaux. Je prends souvent cette image. En fait, l'évasion fiscale, il faut imaginer un train. Et dans ce train-là, il y a une locomotive. Et cette locomotive, en réalité, c'est celle de... ce sont les paradis fiscaux. Et les paradis fiscaux, c'est le Luxembourg, c'est l'Irlande, c'est les Pays-Bas. Il faut appeler un chat et il faut faire une liste crédible de paradis fiscaux. Et pourtant, l'Union européenne s'y refuse. Elle a fait une liste de paradis fiscaux sur lesquels on trouve l'île d'Aruba ou les îles Samoa. C'est absolument ridicule. Et il est temps que l'Union européenne puisse enfin agir en la matière et désigner ces pays comme des paradis fiscaux. Ensuite, je pense qu'il faut mettre un terme à l'impunité fiscale. Il est intolérable que des Bernard Arnault, des Pinault, des entreprises comme Apple, Google, Amazon ou McDo continuent à pouvoir faire de l'évasion fiscale et avoir aucune poursuite judiciaire à leur encontre. Il y a une forme de
tolérance envers les délinquants en col blanc, comme les fraudeurs du fisc. Et puis dernière chose, il faut repenser complètement notre système fiscal, le remettre complètement à plat. Ça fait partie du projet qu'on porte au niveau franco-français, notamment sur l'impôt sur le revenu. Mais au niveau européen, il faut aussi repenser l'impôt sur les sociétés, parce qu'au rythme où on va, les grandes entreprises ne paieront plus 1 euro d'impôt, toutes en 2050. Et résultat, c'est nous tous qui allons nous retrouver à payer la note, que ce soit sur la TVA ou la CSG, parce que c'est plus facile à nous taxer, nous. Je suis sûre que là, tous qui nous regardez, vous n'avez pas de compte dans les paradis fiscaux. Pourtant, nos amis milliardaires en ont. Et donc, pour éviter de nous faire payer la note, il faut repenser complètement le système fiscal à la source, je dirais. Question de Miss Insoumise. Bonjour Miss Insoumise. Lorsque je parle du programme de la France Insoumise, notamment la sortie des traités, on me répond « ce n'est pas possible » ou aussi simple que cela. Il y a un blocage, un complexe des simples gens à croire que l'on puisse changer. Comment éduquer ? Alors c'est vrai que la question des traités, elle est assez complexe. Je pense que quand on parle des traités européens, il faut expliquer en quoi notre position, elle n'est pas dogmatique, mais elle est pragmatique. Et pourquoi elle est pragmatique ? C'est parce que les traités européens tels qu'ils existent, à l'heure actuelle, posent des freins, des obstacles, des contraintes à la mise en œuvre de notre programme, que ce soit sur la transition écologique, si on veut investir dans les énergies renouvelables, nous n'avons pas les moyens financiers de le faire, puisqu'il faudrait des dizaines de milliards d'euros, et dans ce cas-là, nous ne respecterions pas la règle des 3% de déficit. C'est pareil s'agissant d'autres règles européennes, comme les traités de libre-échange, qui organisent ce grand déménagement du monde, et nous ne sommes pas en faveur de l'application des traités de libre-échange. Ça fait partie des règles qui existent au niveau européen. Et donc, ce que nous disons, c'est pas il faut tout foutre en l'air, mais c'est ces règles-là, eh bien, elles empêchent de mener notre politique et donc il faut s'en débarrasser. Et pour se débarrasser de ces règles-là, on a plusieurs options, il ne faut pas mentir aux gens. Et c'est là où la différence entre ceux qui vont aller sur les plateaux télé, parler de c'est chouette l'écologie, on va faire un impôt européen ou l'harmonisation sociale et le SMIC, c'est formidable, très bien. Comment vous le faites ? Et donc nous, on ne fait pas de l'écologie ou de la justice fiscale ou de la justice sociale de salon, on est des gens plutôt pragmatiques et on pense jusqu'au bout. Et donc, ce qu'il faut dire à ces gens-là, c'est que soit on renégocie collectivement les traités, c'est certes un défi, mais ça n'a jamais été tenté, soit la France, qui pèse énormément dans l'Union européenne, utilise sa force et ses leviers, ses marges de manœuvre pour dire tout simplement ces règles, on ne les respecte pas. Et donc, il faut rappeler que la France, c'est quand même la deuxième économie européenne, 18% de l'économie européenne, qu'on contribue à hauteur de 16 milliards d'euros au budget de l'Union européenne chaque année. Et donc, on peut utiliser de ces outils comme des leviers pour appliquer la politique qui serait la nôtre, non pas parce que on est les plus forts ou qu'on pense qu'on a raison, mais parce que c'est la seule voie possible pour solder la dette climatique et sauver le climat, et d'autre part pour lutter contre les inégalités et avoir une politique économique en faveur du plus grand nombre et non en faveur d'une minorité. Je crois que c'est un beau défi, mais qu'aujourd'hui n'a été relevé par personne. Et c'est l'horizon que l'on veut tracer avec ces élections européennes, donc on ne va pas mentir aux gens. Les députés européens construisent cette alternative, mais qui derrière devra être traduite au niveau national et au niveau exécutif pour prendre le pouvoir en France et enfin véritablement changer ces règles européennes et sortir de ce carcan budgétaire, sortir des règles austéritaires qui sont imposées à l'heure actuelle. Finalement, c'est presque du bon sens quand on voit à quel point cette position-là est purement pragmatique. Ensuite, question EM, c'est En Marche ou Emmanuel Macron ? C'est peut-être... Bon, on va voir ce que donne la question. Peux-tu donner ton sentiment sur le Brexit et ses conséquences sur l'Union européenne ? À ce propos, est-on certain que la France aura 79 députés ? Alors la France aura 74 députés pour le moment, et quand le Brexit sera effectif, a priori à l'automne, elle en aura 79. Donc on aura potentiellement un député supplémentaire, par exemple, par rapport à ce qu'on aura initialement. Mon sentiment sur le Brexit, c'est que c'est le symptôme d'une Union européenne qui va droit dans le mur. Et que finalement, quand l'Union européenne s'éloigne des peuples, les peuples finissent par s'éloigner de l'Union européenne. Et on pense qu'on veut du Brexit. Le fait est qu'il faut le respecter, la souveraineté populaire. Les gens ont voté. On a beaucoup trop l'habitude au niveau européen de s'asseoir sur le vote des citoyens. On se souvient tous du vote des Français sur le traité constitutionnel européen, 55% qui avaient voté non, ils ont compris ça comme un oui. Et donc je pense qu'il faut respecter la souveraineté populaire et que le Brexit se fasse,
mais que ce soit finalement un signal d'alarme sur à quel point l'Union européenne, si elle continue telle qu'elle est, elle va se disloquer d'elle-même. Et donc, il faut un changement radical et que c'est celui finalement que l'on propose. Et j'espère que ce signal d'alarme sera entendu un maximum, y compris dans les urnes le 26 mai prochain. Bonjour Manon, je suis très heureuse qu'une femme aussi engagée que vous représente la France insoumise aux élections. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de femmes tête de liste pour ces élections européennes. Quel sera votre plan d'action pour soutenir une agriculture locale, biologique ou de qualité et lutter contre l'agriculture productiviste? Un sujet majeur parce que on l'a vu cette semaine avec la sortie d'un rapport très alarmant sur la biodiversité. Premier rapport d'experts qui prouve qu'on a démarré la 6e extinction de masse et une des causes majeures, c'est l'utilisation des pesticides. Donc ce qu'on peut faire clairement, d'abord, c'est une agriculture qui est débarrassée de tous les pesticides, du glyphosate, mais aussi de tous les autres pesticides qui sont dangereux. J'étais aux Antilles en campagne il n'y a pas longtemps et on voit très bien qu'on n'a pas tiré les enseignements du chlordécone. On savait et c'était prouvé que c'était dangereux. Ils ont mis des années avant de l'interdire. Résultat, plus de 90% des Guadeloupéens et des Martiniquais sont intoxiqués au chlordécone et on sait que ça provoque des cancers comme celui de la prostate. Il est en train de se passer exactement la même chose sur les glyphosates et on ferme les yeux. Pourquoi ? Parce qu'il y a des lobbies derrière, des bailleurs Monsanto qui financent le groupe parlementaire notamment auquel appartient Nathalie Loiseau et La République En Marche. Et donc ce qu'il faut faire, c'est mettre un terme définitif à ces pesticides et être cohérent parce que La République En Marche, ce qu'ils ont fait aussi, c'est d'autoriser la production en France de pesticides qui sont interdits dans l'Union européenne. Donc concrètement, on produit en France des pesticides dont l'Union européenne ne veut pas et donc on va exporter l'empoisonnement finalement des sols et du reste de la planète. Et puis pour l'agriculture biologique et de proximité, il y a aussi une autre piste, c'est d'utiliser la politique agricole commune. Ce sera un des principaux dossiers quand on arrivera au Parlement européen. C'est près de 10 milliards d'euros, la politique agricole commune, et ça doit être un levier majeur pour réorienter l'agriculture vers des petites exploitations paysannes. En plus, ça crée de l'emploi, respectueuse de l'environnement, et sortir de la logique actuelle de la politique agricole commune, qui est de favoriser les grandes exploitations industrielles qui détruisent la planète et en plus qui nous donnent de la nourriture complètement empoisonnée. Alors voilà pour cette... Attends, je vais boire un coup d'abord. Voilà pour cette première question de cette foire aux questions. Je vous remercie vraiment pour toutes vos questions. Je me sens toute désolée pour être honnête parce que il y a énormément de questions auxquelles je n'ai pas encore pu répondre. Je dis bien pas encore parce que on va s'assurer d'organiser d'autres sessions d'ici la fin de la campagne pour répondre à toutes les questions qui vous trottent, que ce soit des questions sur notre programme ou des questions sur notre mandat au Parlement européen, des questions sur notre campagne ou des questions sur la vie, la mort du water-polo. Apprenez les règles d'ici là. Et puis merci à tous surtout pour votre soutien. Au-delà du fait qu'il nous fasse chaud au cœur, moi je suis convaincue qu'on est en train de porter une force collective alternative au projet actuel et que les 3 dernières semaines de campagne qui nous restent paieront dans les urnes le 26 mai, mais bien après parce que ce qu'on est en train de construire, c'est une véritable alternative à l'ère Macron et l'après-Macron se prépare dès maintenant. Allez, à très bientôt. Voilà pour cette première question de la foire aux questions. Première question. Tu le feras dans ton making-of de post-campagne ? Je sais, c'est terrible. Allez, c'est parti.